Bien, bonjour à toutes et à tous. Chers adhérents, je vous remercie de votre participation, mais je voudrais aussi remercier tous nos invités qui vont contribuer à cette journée et également nos partenaires sociaux qui sont venus et puis tous ceux que la chimie intéresse. Merci d'être venus et de faire de cette journée un événement exceptionnel pour notre industrie. Alors, comme il se doit, je vais faire le discours de l'état de l'Union. Donc, accrochez-vous. Alors, on va le faire en 3 parties, hein, comme les bons élèves. C'est-à-dire qu'on va parler de la chimie européenne par rapport au monde. On va parler de la France. Et puis, on va parler de nos attentes, qui sont fortes. Alors, en ce qui concerne la chimie européenne, vous avez affiché sur ces 5 dernières années la croissance de 4 blocs continentaux, la Chine, l'Europe, les États-Unis et le reste du monde. Alors, ce qu'on peut noter, c'est sur la période, nous avons une croissance en volume de la chimie. À l'échelle mondiale, sur la période, c'est une croissance de 12%. Mais il y a tout de suite quelque chose qui saute aux yeux, c'est que la chimie européenne décroît. Sur cette période, si vous faites la somme des chiffres, elle décroît de 9%. Les États-Unis, c'est 5%. Donc il y a forcément un grand gagnant, c'est la Chine, avec une croissance sur la période de 36%. C'est colossal. C'est colossal et ça traduit l'effondrement de la part de marché de la chimie en Europe. Et ce qui est important à noter, c'est que notre situation, si vous regardez le graphique, les 2 dernières années se dégrade en Europe, alors que manifestement, même pour les États-Unis, la baisse commence à être maîtrisée. Donc ça, c'est le premier sujet de préoccupation, c'est cet effondrement de part de marché. Je mesure mes mots, je parle vraiment d'effondrement de part de marché pour l'industrie de la chimie en Europe. Alors, ceci est couplé avec une crise qu'on qualifie d'inédite dans notre communiqué de presse par sa durée. Si vous regardez la crise qu'on a eue avec les subprimes, ou quand on a constaté que la Covid allait être un problème majeur, on a eu des baisses d'activité fortes très courtes. Là, ça fait 5 trimestres d'affilée que l'industrie de la chimie européenne souffre. Et elle souffre d'autant plus que nous avons des usines qui ne sont pas remplies. On a aujourd'hui un taux d'utilisation de 74% de nos capacités. Ce n'est pas suffisant pour gagner de l'argent et pouvoir investir correctement. C'est préoccupant. Et juste pour vous donner une référence, c'est 11% de moins que ce que nous faisions avant la Covid-19 en termes d'occupation de nos usines. Alors, il y a plusieurs facteurs qui expliquent le décrochage de la chimie européenne, hein, qu'on reprend sur la droite de l'écran. Hein, vous avez eu un effet très réactif à la fin de la crise Covid-19 qui a conduit à faire des stocks que maintenant il faut bien résorber alors que l'argent est très cher. Nous avons également un marché européen qui est très important pour l'industrie chimique, c'est 55% de ses débouchés. Donc si l'Europe se porte moins bien que le reste du monde, ça se ressent sur notre industrie. Et puis, nous avons également une grande ouverture de nos frontières, on va le dire comme ça. Une grande ouverture de nos frontières à un moment où notre énergie est particulièrement chère. Et on va le voir par la suite, elle est vraiment chère. Pour une industrie qui consomme beaucoup d'énergie, c'est très préjudiciable. Et puis enfin, on a le contexte géopolitique qui ne nous aide pas, la guerre en Ukraine, la guerre au Moyen-Orient qui pèse sur notre perspective. Alors, ce qu'il faut aussi noter, et on va voir tout de suite les détails,
c'est que l'industrie de la chimie, par rapport au reste de l'industrie manufacturière européenne, souffre plus particulièrement. Et ça, on peut le voir en regardant ce graphique. Vous voyez que la chimie, ce n'est pas le pire, mais on est à la troisième place. Mais surtout, on voit que les secteurs qui consomment de l'énergie sont aussi touchés, comme le papier-carton ou la métallurgie. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a deux secteurs qui se portent bien pour l'instant par rapport à nous, c'est l'aéronautique et l'industrie automobile. Et ce qu'on peut souligner à cette occasion-là, c'est que manifestement la bonne santé de ces deux secteurs, qui consomment des plastiques, des polymères, des matériaux, ne nous profite pas extraordinairement. Donc ça veut dire que là, on revient au sujet précédent, les importations de produits chimiques minent notre industrie. Alors, l'énergie, qu'est-ce que c'est? Si on regarde, bon, on va faire abstraction du pic spéculatif qu'on a eu lorsque la guerre en Ukraine a éclaté. Mais si on regarde l'histoire, on voit que dans un passé récent, il y avait une très grande convergence des prix de l'énergie entre le gaz à gauche et l'électricité à droite sur les graphiques. Il y a eu la crise de la la guerre en Ukraine, et on considère que les choses commencent à se stabiliser, mais elles se stabilisent avec un écart qui reste important pour le prix du gaz entre l'Europe et les États-Unis. La Chine est apparemment logée à la même enseigne, mais sur l'électricité, nous avons un différentiel qui nous est très défavorable en Europe, notamment là, vous avez les cas de l'Allemagne et de la France, où on voit qu'on était l'année dernière 3 fois plus cher qu'aux États-Unis. On reste quand même durablement au moins 1,5 fois plus cher. Et ça, pour une industrie où parfois l'énergie représente plus de la moitié du prix de revient, c'est insoutenable dans la durée. Alors, ça a des conséquences déjà très visibles. La première, c'est qu'il y a un certain nombre de produits qui rentrent d'une manière très importante sur le territoire européen. Alors, vous avez les augmentations des importations en provenance de deux pays, les USA et la Chine sur ce graphique. Vous voyez que pour la chimie organique, c'est du plus 34%. Et ce n'est pas que la Chine, c'est aussi vrai pour les produits américains. Sur les matières premières, c'est 15% avec les USA, 87% pour la Chine, c'est très fort. Mais le plus spectaculaire, c'est définitivement sur l'ammoniac, où là, on ne met plus de pourcentage, on vous dit x14, x3, x5, l'ammoniac et l'éthylène. Donc, on a un vrai problème d'entrée massive de produits qui ne sont pas fabriqués par l'Europe. Alors ça, c'est d'autant plus renforcé, et on va le voir par la suite, que traditionnellement, un bloc comme la Chine, qui importait beaucoup de produits, comme le styrène, le polystyrène, aujourd'hui est devenu quasiment autonome. Donc non seulement on a un problème de compétitivité, mais on a aussi des clients qui sont devenus des fournisseurs. Donc ça dégrade notre situation. Et ça, on le voit bien sur les parts de marché globales. Alors, bon, c'est des chiffres en euros, c'est le chiffre d'affaires de l'industrie de la chimie. Alors, les chiffres qui étaient en dollars ont été convertis en euros. Alors, il faut savoir qu'en 2008, le dollar, c'était quasiment 1,5 $ pour 1 euro. En 2022, c'était 1,05 pour 1 euro. Je laisserai Denis Ferrand nous dire si ça a un impact supplémentaire dans un sens ou dans l'autre. Mais toujours est-il que vous voyez que les parts de marché des États-Unis et de l'Europe ont chuté. Ont chuté, et c'est dû à deux choses. C'est dû à la spectaculaire progression de la Chine, qui, si vous faites le calcul, vous voyez qu'en 2008, le chiffre d'affaires de la Chine, c'était 380 milliards d'euros en chimie. En 2022, c'est
2340 milliards. C'est une multiplication par plus que 6. Mais le reste du monde n'est pas resté en peine aussi. C'est-à-dire qu'il est passé de 790 milliards de chiffre d'affaires en 2008 à quasiment 1800 milliards de dollars en 2022. Ça, c'est une multiplication par plus de 2. Alors que l'Europe et les États-Unis ont fait beaucoup moins que 2. Donc, là aussi, ça illustre la perte des parts de marché. Et pour analyser cette évolution qui nous est très défavorable, on a regardé les investissements. Et là, les investissements, en première approche, on a le sentiment que les États-Unis et l'Europe ont investi à peu près de la même manière. Si on regarde à peu près par année, ça fait en moyenne pour la période 25 milliards d'euros pour les États-Unis, 26 milliards pour l'Europe. La Chine, c'est 100 milliards par an. Est-ce que ces chiffres sont aberrants? Alors, on peut regarder un peu sous un autre angle, c'est de dire quel est le pourcentage du chiffre d'affaires. Je vous ai donné les chiffres d'affaires des blocs précédemment. La Chine, c'est 4,3% de son chiffre d'affaires. Ce n'est pas déraisonnable. Les États-Unis, c'est 4,2% du chiffre d'affaires. Où il y a un problème, c'est que l'Europe, c'est que 3,4%. Donc, on a un retard d'investissement à l'échelle européenne. La bonne nouvelle, c'est qu'on verra que ce n'est pas forcément le cas de la France. Et ça, c'est aussi couplé, alors je ne sais pas si Denis, tu feras allusion à ça tout à l'heure, cette force des investissements dans le reste du monde et en particulier en Chine, mais y compris aux États-Unis, qui ont une tradition d'investissement plus forte que la nôtre. Regardez la période 2013-2017, vous voyez que c'était déjà bien supérieur aux États-Unis que ça n'était à cette époque-là en Europe. Nous avons également un problème de productivité parce que non seulement les usines chinoises se construisent vite et bien, mais aujourd'hui, elles n'ont rien à envier pour ceux qui sont allés voir avec nos usines et avec des bons spectaculaires de la productivité industrielle dans ces pays. Donc, on a un double handicap contre lequel nous devons lutter aujourd'hui. Et ça débouche sur des exemples très concrets de difficultés pour nos acteurs. On a parlé de l'ammoniac, on a parlé du PVC. Un exemple tout simple qui sera repris tout à l'heure aussi dans la table ronde, qui est celui de la vanilline, où là, vous voyez le différentiel des prix de revient de la vanilline pour les pays européens et pour la Chine. Vous voyez qu'il y a une différence de coût qui est à peu près de 20%, et surtout une agressivité chinoise qui s'illustre bien, qui est d'attaquer les marchés au prix le plus bas. Alors, on est averti, on sait ce qu'ils ont fait pour l'industrie automobile, on sait ce qu'ils ont fait pour les panneaux photovoltaïques. On n'a pas intérêt à être les prochains sur la liste à ne rien faire. Donc, face au rouleau compresseur chinois, comment ça se passe pour la France? Eh bien, on va commencer par les bonnes nouvelles. On va commencer par les bonnes nouvelles parce qu'il y en a. Il y en a en tout cas jusqu'au terme de 2023. La première, c'est que nous sommes toujours l'industrie la plus exportatrice de France avec 80 milliards l'année dernière. Donc ça, c'est un très bon score. C'est plus que l'aéronautique et que l'agroalimentaire. Simplement, on est aussi une industrie qui importe beaucoup de ses matières premières. Et là, M. Gallois avait fait une subtile différence entre autarcie et souveraineté. On a besoin d'une industrie souveraine, on ne peut pas être autarcique, ça c'est clair. Mais néanmoins, on a une belle balance commerciale de 18 milliards. Je rappelle que l'année dernière, nous avions un excédent commercial d'un peu moins de 10 milliards. Alors là-dessus, on a une locomotive dans notre industrie qui nous est propre. C'est le secteur des savons, parfums et produits d'entretien, qui représente à peu près en volume 24% de l'activité de la chimie en France, qui nous est assez unique et qui est en forte croissance, puisque sur ces 18 milliards, c'est 16 milliards apportés par ce secteur, qui fait mieux que l'année dernière, qui était à 15 milliards, donc il a encore progressé, ça fait progresser sa balance commerciale. La bonne nouvelle, vous avez fait tout de suite l'arithmétique. S'ils font 16 l'année dernière et le total 18, ça veut dire que le reste a quand même été exportateur. Et que l'année dernière, en 2022,
et ben, le reste des secteurs de la chimie était négatif. Donc, on s'est amélioré sur beaucoup de secteurs. Et ça, c'est la deuxième bonne nouvelle de ce transparent. En termes de citoyenneté de l'industrie de la chimie en France, on n'est pas mauvais non plus. Alors, ça fait longtemps qu'on s'est illustré par notre capacité à décarboner. Et je pense que là-dessus, il faut le rappeler, depuis les années 90, où on avait, alors les chiffres sont révisés régulièrement, mais on va dire en moyenne 55 millions de tonnes de CO2 émises, on est passé à 18 millions de tonnes il y a 2 ans. Je crois que c'est le dernier bilan qui est disponible. Donc, on a fait une belle réduction et on a pour l'ambition de passer à moins de 12 millions de tonnes, c'est-à-dire que depuis 1990 jusqu'en 2030, notre industrie aura, si on tient bien notre plan, baissé ses émissions de 80% en moyenne, qui est assez exceptionnel. Et on a fait, si je puis dire, feu de tout bois, puisqu'on a énormément investi et on s'est appuyé sur tous les atouts qu'il y avait à notre disposition. Et je voudrais citer au moins Je décarbone, le partenariat avec le CEF Nouvelles Énergies, qui nous aide beaucoup à apporter des outils de décarbonation. Alors, on va essayer de réitérer l'exploit avec l'eau. On s'est fixé comme objectif de baisser de 10%. Là, comme pour la décarbonation, on a 16 entreprises leaders. Là, on a déjà 17 entreprises qui donnent l'exemple en ayant publié un plan de sobriété hydrique. Mon pari, c'est qu'on fera beaucoup plus de 10%. Et je pense que chacun sait que de toute manière, 10% ne seront pas assez suffisants si le climat continue à évoluer comme il évolue aujourd'hui. Donc là-dessus, je suis confiant. Alors, comme on est entre nous, il y a évidemment quelque chose qui manque encore sur cette page que j'espère que nous pourrons mettre l'année prochaine, c'est ce qui concerne les PFAS. Et pour l'instant, je ne vais pas en parler. On va attendre que les choses décantent, que tout le rationnel revienne et qu'on puisse en parler sereinement. Alors, autre point de satisfaction, c'est notre capacité à innover. Et là, on rappelle quelques chiffres. C'est que la France est le 4e déposant au monde de brevets dans la chimie. Ça, c'est quand même un bon dynamisme. Je tiens à souligner que l'équipe de France Chimie est très fière de dire qu'on fait mieux que les Chinois en la matière. Donc, merci à tous nos adhérents pour ce dynamisme. Il faut savoir quand même que sur 228 000 salariés de la branche, la recherche en chimie, c'est 15 000 personnes. C'est une très, très belle force de frappe, mais c'est aussi une capacité à se renouveler. On a été, je pense, assez moteur dans le projet Chemtech, dont on vous parle depuis plusieurs années, et qui aujourd'hui commence à porter ses fruits. Et on voit aussi que si on prend la mesure du programme qui concerne les premières usines, sur les 51 lauréats, il y a 11 pour la chimie, ce qui surpondère ce que représente le poids de l'industrie de la chimie à l'échelle de l'Hexagone. Donc ça, on peut en être très fier. Alors évidemment, quand on monte le chiffre suivant, 231 millions de levées à des Américains, ça ne les fait pas forcément rêver, mais je peux vous dire que lever ça dans une industrie en France, c'est quand même une très belle performance et ça montre qu'il y a une capacité à apporter des choses nouvelles sur notre secteur. Il faut absolument s'en réjouir et le maintenir. Dans les dernières bonnes nouvelles que je voudrais partager avec vous, c'est aussi ce qui concerne les hommes et les femmes de l'industrie de la chimie. Là aussi, on est un secteur qui continue à faire croître ses effectifs en 2023, puisque nous avons embauché 3000 personnes de plus que le nombre de personnes qui nous ont quittés, c'est-à-dire qu'on a porté l'effectif à 228 000 personnes dans la branche. Ça, c'est un point positif. Le deuxième point positif, c'est qu'effectivement, ça correspond à 26 000 recrutements
Vous allez me dire, il y a un fort turnover. Le turnover, c'est 10%. Celui de l'industrie, au global en France, c'est 12%. Celui du secteur, toutes économies confondues, c'est 22%. Donc, on a une fidélité de nos collaborateurs à cette industrie par rapport au reste de l'industrie, au reste des activités économiques de ce pays. Et puis, on peut aussi être ravi du programme apprenti qui marche très bien chez nous et avec 60% des apprentis chez nous qui continuent dans notre industrie pour leur vie professionnelle. Alors ça, c'était pour les points positifs. Les points un peu moins positifs, et on va commencer par celui-là, c'est la disponibilité du personnel hautement qualifié dont nous avons besoin pour être compétitifs. Parce que ça, c'est ce qui finit le triptyque de la force d'une industrie telle que la nôtre: l'investissement, l'énergie, le personnel qualifié à tout niveau. Et ça, si on a ces trois ingrédients-là, on peut être un pays qui a des coûts salariaux élevés, comme la Suisse, mais s'il nous manque la formation, l'énergie bon marché et donc cette capacité à investir, on ne sera pas performant. Donc ça, c'est vraiment un des messages qu'on passe. On a besoin que les jeunes soient formés. On a besoin de préserver l'équilibre homme-femme dans les filières scientifiques et techniques. Et ça, c'est un point d'amélioration urgent pour notre industrie. On n'est pas spécifique là-dessus, mais chez nous, en tout cas, on est certain qu'on a besoin de faire évoluer les choses dans le bon sens. Alors, si on regarde le match France-Allemagne, cher à notre ministre des Finances, qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater qu'on a marqué des points contre l'Allemagne sur deux secteurs. J'y reviens, les savons, parfums et produits d'entretien. Et puis, sur les spécialités, où on a fait mieux que l'Allemagne. En termes de pondération en volume, dans notre panier, c'est 52. Allemagne, je me suis trompé de transparent, je suis désolé. Je suis désolé. Oui, donc j'ai oublié de faire le préalable. Merci, parce que je ne vois pas l'écran. Désolé. Donc oui, ce que je voulais vous dire avant de vous parler du match France-Allemagne, c'est que je voulais vous dire que la France, au global, grâce à son industrie donc des parfums, savons et produits d'entretien, ne faisait que moins 1%, là où l'Europe, on l'a vu tout à l'heure, faisait moins 8% en volume, et l'Allemagne fait moins 10%. Donc, ce qui fait un différentiel significatif. Et l'explication, alors là, je vous passe le bon slide, désolé. Donc là, on le voit très clairement, la différence sur la partie gauche entre la partie savon, parfum et produits d'entretien et produits spécialités, qui représentent 52% de nos volumes dans la moyenne pondérée. Donc là, on voit très bien qu'on fait beaucoup mieux que l'Allemagne. En revanche, si on se tourne vers les autres secteurs industriels, qui sont les polymères, la pétrochimie et la chimie minérale, là, on est un peu logé à la même enseigne, puisque nous avons là aussi l'impact de la perméabilité de nos frontières européennes et l'impact de l'énergie qui joue à plat. Donc les spécialités, c'est également un créneau très dépendant de l'innovation sur lequel on peut se différencier et on peut faire mieux par la qualité de nos produits. Et je pense que là, on a bon espoir que ça puisse perdurer. Alors, notre président d'honneur n'est pas là aujourd'hui, il aurait pu témoigner pour son secteur, mais en tout cas, il s'excuse de ne pas pouvoir être là, il s'est blessé. Chacun aura rarement noté qu'il n'était pas là, mais voilà, il nous manquera. Alors, le baromètre, on a la chance que nos adhérents répondent au baromètre qui est fait par l'équipe France Chimie, et je les en remercie parce que ça nous est très précieux. Et en particulier, depuis quelques mois, on voit une évolution du moral de nos chefs d'entreprise ou de chefs de site ou tous dirigeants que nous avons dans cette industrie, avec une montée du camp des pessimistes qui atteint quasiment 60% aujourd'hui, qui se rapproche
du creux de morale qu'on avait eu après l'incompréhension de ce qu'était la crise de la Covid-19 et un effondrement des optimistes. Mais surtout, ce que je voudrais souligner quand on enquête chez nos adhérents, c'est 85% de nos adhérents se préparent ou exécutent déjà des mesures d'économie. Et ça, on ne l'avait pas dans nos sondages précédents. La deuxième chose qui est préoccupante, c'est que presque la moitié des investissements fait l'objet d'un questionnement. Et puis, ça concerne vraiment les plus grandes entreprises, c'est que pour un quart de nos adhérents, il y a un arbitrage qui pourrait se faire en défaveur de la France pour aller sur des sites à l'extérieur de l'Hexagone. Et ça, ce dernier point, ça rejoint tout ce qu'on peut dire sur les investissements, c'est le point le plus préoccupant. Et on va rentrer dans les détails avec cette page qui montre qu'entre 2021 et 2023, la France a beaucoup investi. Je ne sais pas si vous vous souvenez du chiffre que je vous ai donné de 3,7%. Vous voyez que la France investit le double. Si vous regardez les chiffres globaux par rapport à son chiffre d'affaires, on est à plus de 7%, presque 8%. Et donc ça, c'est bien. Et là, on peut remercier toutes les mesures incitatives et les aides qui ont été apportées par l'État français à cette industrie, à commencer par France Relance. Le point qui nous préoccupe, c'est vos anticipations, adhérents de l'industrie de la chimie. On voit deux choses, c'est-à-dire que le premier point, c'est que globalement, les investissements baisseraient en 2024, ce qui est cohérent avec ce qui se ressort dans le baromètre. Mais surtout, si vous regardez la partie investissement de croissance, elle était de 3,2 milliards en 2023, l'année dernière. On anticipe qu'elle chute à moins de 2 milliards. C'est 40% de baisse. Un moment où il faut développer notre compétitivité. En revanche, les investissements dits réglementaires ou de maintenance, eux, continuent de progresser de 20% et représentent 3/4 des investissements qu'on fait. Donc, c'est une pondération extrêmement élevée qui, certes, nous permet d'être plus citoyens dans la cité peut-être que d'autres industries étrangères. Ça, c'est indéniable et il faut en saluer le bénéfice, mais qui, aujourd'hui, crée un problème sur les investissements qui vont assurer notre compétitivité. Alors, avec ça, quelle perspective pour 2024 ? Je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit. La croissance mondiale, elle ne va pas être si mauvaise que ça. Elle était de 3,3 l'année dernière. Enfin, peut-être que Denis donnera d'autres chiffres. Mais elle devrait être à 3% cette année. C'est pas si mal que ça. Attention, on a le directeur général de Rexecode. Donc, ouais, on a déjà fait des typos. Donc ça, c'est le premier point. On a un commerce mondial qui devrait se réactiver. Et puis, on a quand même un contexte géopolitique, en revanche, qui reste pas terrible. Donc ça, je ne sais pas quel sera l'impact. Mais globalement, ce dont on est sûr, c'est que la croissance en Europe va sous-performer celle du reste du monde. Et ça, comme c'est notre premier débouché, c'est pas très bon pour nous. Deuxième point, et ça, on en parlera encore un petit peu dans les perspectives et ce qu'on demande, l'énergie, ça ne nous aide pas beaucoup. On a parlé de la productivité. On a peut-être une inflation qui reflue, mais un argent qui reste très cher. Et puis, j'avoue que c'est difficile de dire ce qui va se passer en Ukraine ou dans le Moyen-Orient et qui sont vraiment à nos portes, voire chez nous pour l'Ukraine. Donc, on table sur un modeste 1%. On n'a pas été téméraire. On a copié le CEFIC. Et je pense que ça traduit surtout le manque de visibilité qu'on a aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on compte faire face à tout ça? Qu'est-ce qu'on demande? D'abord, on va continuer à se faire entendre, à crier. Et il y a eu un événement important qui a été la déclaration d'Anvers, qui a visé à faire entendre l'importance de l'industrie pour le futur
de la communauté européenne. Et ce qui est important dans cette déclaration d'Anvers, c'est deux choses. D'abord, ça n'a pas été limité, comme certains journalistes ont pu le dire, à des chefs d'entreprise. Il y avait des fédérations, il y avait des syndicats qui se sont fait entendre, du président tenu par la Belgique, Alexander De Croo, et par la présidente de la Commission européenne. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on a passé la barre des 1000 signatures, donc on est certain que le sujet va être traité par la prochaine mandature de l'Europe. Donc ça, je crois que c'est extrêmement important. Et étant Magali et moi hier, voir les conseillers de Monsieur le Président de la République, on a encore besoin de beaucoup parler, voire de crier pour se faire entendre. Donc on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Deuxième sujet sur lequel on ne veut rien céder, c'est le problème de l'énergie. Aujourd'hui, il n'est pas durable pour l'industrie de la chimie d'avoir un différentiel marqué sur le prix de l'électricité pour les années à venir si on veut rester une industrie souveraine. Et là-dessus, j'ai rappelé quelques chiffres qui ont été calculés par notre expert Sylvain dans l'équipe France Chimie et par toute l'équipe. C'est qu'avant Covid, quand on avait la reine jouant à plein, nous avions un prix de 47 € du mégawattheure. Et aujourd'hui, on voit des perspectives à des prix qui peuvent être quasiment le double, entre 71 et 94 €. Donc c'est considérable, sachant qu'on donne deux exemples, les États-Unis, qui sont un tiers moins chers, ou la Norvège, on aurait pu mettre le Canada, qui sont encore moins chers. Et ça, ce sont des puissances industrielles de la chimie qui vont nous faire concurrence avec des prix beaucoup moins chers. Et c'est vrai que quand nous, on attire l'attention des pouvoirs publics sur le parc de centrales nucléaires, sur les barrages, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à faire aussi bien que ces autres pays si notre outil électrique est bien exploité. Et puis l'autre élément qui est important à souligner, c'est que nous, on a beaucoup d'investissements à faire et c'est compliqué de demander à l'industrie de la chimie, en plus de payer pour les infrastructures de production électrique. Alors, outre l'énergie, nous avons, pour conclure, 4 autres points qui nous préoccupent, sur lesquels il faut se faire entendre. C'est qu'il faut continuer à favoriser l'investissement dans ce pays. Et donc, France Relance va être substituée par France 2030, ça c'est important, mais il y a beaucoup de choses qu'on doit continuer à faire pour favoriser l'investissement. Je ne vais pas reprendre toutes les revendications patronales en la matière. Il faut absolument protéger nos frontières. Les États-Unis le font, et vous verrez pendant la table ronde, ils ne le font pas seulement à l'encontre de la Chine, ils le font à l'encontre d'autres pays, y compris l'Europe. Nous avons une réglementation qui est très lourde en ce moment, donc on ne peut que militer pour éviter la complexification, donc simplification, et surtout la surtransposition en France. Et puis, on a démontré qu'on était bon en innovation, donc surtout ne tuons pas la poule aux œufs d'or, et notamment le CIR qui est un facteur de compétitivité important pour l'argent. Voilà, donc beaucoup de choses sont noires, tout n'est pas noir, mais on n'a pas fini de se battre et l'année 2024 va être particulièrement chaude et on parlera en plus d'Epiphas l'année prochaine. Voilà, merci beaucoup.